Hey, coucou la famille, ça va bien? Bon, aujourd'hui on va parler d'un vrai sujet, on va parler de volontourisme. Alors, je t'explique. Très souvent, il y a des gens, quand ils viennent à Rio, avant d'arriver à Rio, quand ils sont là, ils m'envoient un message pour me demander comment est-ce qu'ils pourraient aider à Rio, comment est-ce qu'ils pourraient faire de l'humanitaire, si je peux les aider à trouver des personnes, des associations, tout ça, tout ça. J'ai toujours à peu près la même réponse, qui est que les Brésiliens n'ont pas besoin d'eux. Et généralement, j'explique aux personnes individuellement et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de t'en parler et qu'on ouvre cette discussion, que je te donne mon opinion sur le sujet pour peut-être amener à des réflexions. Alors, qu'est-ce qu'on me dit souvent? On me dit, voilà, j'arrive à Rio, j'aimerais bien, le truc qui revient tout le temps, j'aimerais bien aider des enfants dans des favelas. Ou j'aimerais bien apprendre l'anglais à des enfants dans une favela. Ou j'aimerais apporter des habits, des trucs, des cahiers scolaires, du matériel d'école à des enfants de favela. Globalement, je voudrais faire de l'humanitaire. Généralement, donc, quand on me dit ça, je parle de volontourisme et j'explique ce que c'est le volontourisme et puis après, je donne mes arguments pour dire aux gens que les Brésiliens n'ont pas besoin d'eux. Le volontourisme, en fait, c'est quand on fait on va dans un pays en vacances ou pour faire du volontariat, qu'on veut faire de l'humanitaire et qu'on veut mélanger un petit peu ce tourisme et cet humanitaire dans le cadre de ces vacances sur un petit moment donné. Je suis globalement contre le volontourisme, j'en ai parlé dans plein de vidéos et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que très souvent, ces gens qui viennent, souvent des jeunes, qui viennent dans des pays pour aider, déjà, ils veulent aller dans des endroits qui sont très vulnérables, comme une favela, pour aider une population hyper vulnérable, comme des enfants. Il y a plein d'autres choses à faire, mais ce qui est toujours choisi par les gens, c'est les enfants de favela. Je comprends très bien que les favelas, ce soit un endroit qui attire. Moi-même, quand je suis arrivée à Rio, j'avais à la fois une fascination et en même temps, je ne voulais pas aller dans des favelas pour ce que ça représentait, c'est-à-dire un endroit où des gens en situation de vulnérabilité vivent. J'ai changé après mon opinion, en tout cas je l'ai modelée en fonction de l'expérience que j'ai eue à Rio, mais il m'a fallu des années pour pouvoir me faire une idée de ce qu'était vraiment une favela. Et là, on est face à des gens qui n'ont pas idée de ce que c'est qu'une favela, qui ne connaissent ni les tenants, ni les aboutissants, ni l'organisation, qui n'ont jamais mis les pieds dans une favela, qui ne savent pas ce que c'est, qui ne connaissent absolument pas les besoins et qui veulent y passer du temps très souvent pour ce que la favela représente en termes de symbole. Et je trouve ça problématique parce que je crois qu'on ne devrait pas aider des gens pour le symbole que ça représente, pour ce que ça va être de prendre une photo dans ce lieu-là pour montrer qu'on a été aidé dans ce lieu-là. Et très souvent, même si, oui, il y a une bonne volonté de la part des personnes, ça vient toujours d'une bonne volonté, mais il y a quand même ce truc d'ego de vouloir aider pour montrer qu'on a aidé, de vouloir aider dans des lieux spécifiques et des populations spécifiques parce que ça apporte une certaine image. Moi, ça me dérange. Un autre truc, c'est que j'ai toujours du mal à comprendre quelles sont les compétences qu'ont les gens pour pouvoir aider. Généralement, les gens qui ont des vraies compétences, ils se tournent vers des associations humanitaires et généralement, ils ne vont pas demander comme ça à aller aider. Souvent, j'ai des jeunes qui viennent et qui me disent « je veux donner des cours d'anglais ». Ils n'ont aucune compétence de pédagogie, de donner des cours, de prof d'anglais, de rien du tout. Et parce qu'ils parlent anglais ou parce qu'ils parlent français, ils estiment qu'ils ont les compétences pour donner des cours. La question que je me pose, c'est est-ce qu'en France, on pourrait avoir comme ça des jeunes qui viendraient d'un autre pays, voilà, des jeunes qui viendraient d'Afrique, et juste parce qu'ils parleraient une certaine langue, est-ce qu'ils viendraient dans des associations ou dans des quartiers apprendre cette langue-là aux enfants sans aucune compétence? Je ne suis pas sûre qu'on autoriserait ça en France, je ne sais pas si ça existe, je ne suis pas sûre qu'on autoriserait. De même, parfois, j'ai des gens qui me disent, ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai envie d'aller dans des crèches ou d'aller dans des centres sociaux, d'aider les enfants des rues. Bon, il n'y a pas d'enfants des rues dans les favelas, ça n'existe plus depuis très très longtemps.
J'aimerais aider les enfants, garder des enfants, machin, machin. Quelles sont tes compétences? Garder des enfants, ça demande des compétences et en France, ça demande des diplômes. Il n'y a pas n'importe qui peut garder des enfants. Ok, des nounous, machin, de temps en temps. Mais dans des établissements, on est d'accord qu'il faut des diplômes, un enseignement, tout ça, parce qu'on a des responsabilités. Et il faut être conscient de ces responsabilités. À quel moment en France, tu vas dans une garderie, tu n'es personne, tu n'as jamais rien fait, tu es juste jeune et tu demandes à t'occuper d'enfants? Ça n'existe pas. Pourquoi est-ce qu'on croit que dans d'autres pays, parce qu'on est dans des pays pauvres, eh bien, on va pouvoir le faire? Ça me dérange et j'aime bien questionner les personnes qui me demandent ça sur leurs compétences quand elles pensent juste parce qu'elles viennent d'un pays riche, que ça leur donne ce droit-là de s'occuper de personnes. Autre chose, généralement les personnes qui veulent aider dans les favelas, parce que c'est quasiment toujours ça, ne connaissent absolument pas les besoins. Les besoins des gens et les besoins concrets. Comme je t'ai dit en début de vidéo, ils ne connaissent pas les favelas, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne connaissent pas les endroits pauvres, ça peut être favela, mais ça peut être autre chose, mais généralement c'est ça. Ils ne connaissent pas ces endroits-là et donc ils ne savent pas de quoi les gens ont réellement besoin. Ça me fait penser à des exemples de gens qui allaient à Madagascar. J'avais été à Madagascar il y a longtemps et qui construisaient des écoles à Madagascar. Et donc, il y avait plein d'immeubles, d'écoles. Sauf que quand tu parles avec les Malgaches, ils t'expliquaient qu'en fait, ils n'avaient pas du tout besoin de ces écoles-là et qu'en fait, il n'y avait pas de profs pour mettre dans les écoles et qu'il y avait plus d'écoles que d'enfants. Donc, ce n'était pas leur vrai besoin. De la même manière que des gens qui partent dans je ne sais pas quel pays d'Afrique pour faire un projet scolaire, de grandes écoles, de je sais pas quoi, pour construire des puits, là où les gens n'ont absolument pas besoin de puits parce qu'il y en a un qui est le puits où se réunissent plein, généralement, de femmes pour faire du commerce, pour échanger entre elles, pour parler, pour machin, machin. Et c'est un lieu de réunion et ces puits qui sont construits dans tous les villages là, en fait, personne n'en a besoin. Et bien très souvent, les gens ne connaissent pas les besoins. Je t'ai donné l'exemple au début des affaires scolaires. Souvent, il y a de très bonnes intentions et on me dit, avec tout l'amour du monde, je le comprends, j'aimerais amener des affaires scolaires pour les enfants. Sauf que les affaires scolaires du Brésil sont hyper différentes des affaires scolaires de France. Les cahiers ne sont absolument pas les mêmes en France et au Brésil. Les lignes sont pas les mêmes, enfin l'intérieur du cahier sont pas du tout les mêmes et donc les Français qui arrivent avec leurs cahiers, ils sont bien gentils mais ça va servir à rien. Oui, il y a des trucs qui vont servir, des stylos, des feutres, machin, machin, mais est-ce qu'on sait si ce matériel-là n'est pas fourni par l'école? Il est souvent, très souvent fourni par l'école directement. Donc, les enfants n'ont pas ce besoin-là. Du coup, je trouve ça dommage, encore une fois, de croire qu'on connaît les besoins alors que ce n'est pas du tout le cas. Et je pense qu'on les connaît que quand on a une certaine expérience du pays dans lequel on est, peut-être après des mois, voire des années. Et là, on peut véritablement aider. Et je crois qu'il est important de faire marcher le commerce local. Et quand on a... comment ça s'appelle? Quand on arrive dans un pays, peut-être ça peut être bien plutôt que d'arriver avec du matériel scolaire qui en plus ne sera pas utilisé. On peut se renseigner, éventuellement acheter des affaires scolaires directement dans le pays. Je te dis ça alors que moi-même j'ai fait ça au Sénégal. Alors, je m'étais renseignée, mais au Sénégal, j'avais rencontré plein d'enfants quand j'avais été là-bas, et des enfants, des associations qui m'avaient dit qu'ils avaient besoin d'affaires scolaires, et j'avais demandé concrètement de quoi ils avaient besoin. Puis, j'avais demandé à ma communauté de m'envoyer spécifiquement les affaires scolaires dont on avait besoin. C'était des cartables, des feutres, des stylos, des cahiers qui étaient les mêmes que nous. C'était des livres, des dictionnaires, des trucs comme ça qu'on m'avait envoyés et que j'avais fait livrer à... un orphelinat qui avait besoin de livres, une école, ah oui voilà c'est ça que j'avais fait, j'avais fait livrer directement au directeur d'une école pour qu'il puisse le donner aux enfants qui en avaient besoin dans son école, donc je m'étais renseignée en amont par rapport aux besoins spécifiques. Ceci étant, peut-être que même dans cette démarche, eh ben, j'ai pas répondu à des vrais besoins et peut-être que moi-même je me suis manquée par excès de confiance. Quand j'ai fait cette démarche-là, je ne sais pas. En tout cas, maintenant que je vis dans un pays pauvre et que je ne suis plus juste une vacancière, une touriste, eh ben, je comprends beaucoup mieux les choses et je comprends beaucoup mieux les enjeux. En parlant des besoins, généralement, les favelas, pour revenir sur cet exemple, sont très bien organisées, fonctionnent très bien. Ça ne veut pas dire qu'elles sont parfaites, mais elles fonctionnent quand même très bien. Et effectivement,
effectivement, il y a des associations, il y a des organismes qui recherchent une aide extérieure qui peut être une aide sur plein de choses vraiment spécifiques. Et moi-même, j'ai déjà conseillé un établissement de la favela d'Orsigna qui cherchait des jeunes pour donner des cours d'anglais à des enfants. C'était la bibliothèque de la favela d'Orsigna. Je l'ai fait parce que c'était un établissement spécifique qui avait des besoins spécifiques, même si j'étais pas absolument d'accord, mais à partir du moment où c'était les gens de l'endroit qui le demandait, j'estimais que j'avais pas mon mot à dire et que certainement qu'ils avaient leur propre organisation, peut-être qu'ils avaient, je sais pas moi, une pédagogie qui demandait aux jeunes de suivre, ou peut-être qu'ils estimaient que ce qui était apporté par ces jeunes-là, ça avait une certaine valeur. Je suis pas absolument d'accord avec ça, parce que je crois que on peut pas, quand on passe 1 mois, 2 mois à Rio, apprendre l'anglais à des enfants, on ne peut pas suivre une pédagogie, on ne peut pas suivre un programme et donc j'ai la sensation qu'on va toujours apprendre la même chose aux enfants, des trucs hyper basiques parce qu'on n'est pas professeur. Mais je reconnais qu'il peut y avoir peut-être une pédagogie et qu'on demande à des jeunes, je ne sais pas moi, de la suivre et dans ce cas-là. En parlant de ça, ce qui me dérange aussi, c'est les besoins des enfants. Je me demande très sincèrement si c'est sain d'avoir des enfants qui voient des jeunes qui passent tout le temps, qui s'occupent d'eux, qui font des trucs avec eux et puis qui restent 1 mois et qui partent. Parce que généralement, les gens qui veulent faire du volontourisme, ils ne restent pas des mois et des mois. Il y a des cas et là, ça devient plus intéressant. Mais souvent, c'est des gens qui passent 2 semaines, 3 semaines, 1 mois à Rio et qui veulent faire un truc pendant 1 semaine ou ponctuellement 1 fois par semaine. Et donc, on a des enfants qui vont rencontrer des gens, qui vont se lier d'amitié, qui vont, je sais pas moi, se lier émotionnellement à ces jeunes, et puis ces jeunes vont partir et ces enfants vont voir d'autres personnes. Est-ce que c'est bon pour les enfants? Je crois pas. Je ne suis pas une professionnelle. S'il y a des professionnels dans la salle, donnez-moi votre avis. Du coup, comment faire si on veut vraiment aider, si on a cette volonté, si c'est important pour nous? Et encore une fois, je comprends qu'on puisse l'avoir, surtout quand on est jeune. Même si je crois sincèrement que souvent, il y a cette question du CV, de l'expérience personnelle et individuelle qu'on va vivre alors qu'on est censé aider des autres humains qui ne sont pas nous. Comment faire? Je crois qu'il est important déjà de se poser cette question sur la légitimité de notre démarche. Est-ce qu'on le fait véritablement pour aider ou est-ce qu'on le fait pour vivre une expérience qui va nous transformer, qui va nous faire grandir, qui va nous apprendre des choses? Je crois que si c'est la deuxième réponse, le volontourisme, ce n'est pas une solution et on peut trouver plein d'autres manières de grandir et d'apprendre des choses dans un autre pays, dans une autre culture, avec d'autres personnes. On peut travailler à l'étranger, on peut juste être en vacances et vivre avec des gens sans que ce soit des personnes pauvres et comprendre la culture du pays, comprendre les tenants, les aboutissants, éventuellement vivre chez des gens sur du long terme et les aider, des gens qui auraient des besoins. Je pense que ça, c'est déjà plus intéressant qu'essayer de faire du volontariat pendant 1-2 semaines dans un pays inconnu, dans un lieu inconnu et avec une culture qu'on ne maîtrise pas. Souvent, quand les gens me demandent, je leur dis aussi qu'il y a plein de petites actions au quotidien qu'on peut faire. Exemple, à Rio, les gens sont dans la rue, beaucoup, et ces gens-là ont faim et ont soif. C'est une réalité, on est dans un pays très pauvre, et donc on a des personnes avec de véritables besoins. Peut-être que, au lieu d'essayer d'aller aider les gens des favelas, on pourrait tout simplement, quand on est dans la rue, se dire qu'on va donner à manger à une personne de la rue qui nous le demande ou volontairement demander à une personne si elle veut à manger ou volontairement acheter à manger et la proposer à une personne. Sachez à Rio que jamais les gens vont refuser parce que les gens ont véritablement faim quand ils sont dans la rue. Je sais très bien comment c'est en France et je sais très bien qu'on peut avoir des expériences différentes avec les personnes de la rue qui peuvent refuser ce qu'on leur donne à manger et demander de l'argent, mais dans les pays pauvres, je ne suis pas sûr que dans les autres pays pauvres ce soit comme ça. En tout cas à Rio, les gens acceptent volontiers qu'on leur donne à manger. L'été ou même toute l'année à Rio, on peut offrir à boire aux personnes. Ici, on n'a pas de fontaine d'eau, on n'a pas un accès à l'eau quand on est dans la rue et donc d'offrir de l'eau à quelqu'un, c'est un acte extrêmement généreux et c'est un acte qui montre qu'on a une compréhension des besoins des gens qui sont en situation de vulnérabilité. Aussi, accorder son temps et son attention aux personnes de la rue qui viennent nous parler, c'est pas le grand volontourisme qui va nous permettre d'avoir de belles photos Instagram, mais c'est un acte réellement d'aide pour les personnes parce que les gens de la rue souvent sont méprisés et quand on les écoute, même si on ne les comprend pas parce qu'on ne comprend pas la langue, on leur redonne une certaine humanité.
et ça vaut énormément. Je crois aussi que ce qui peut être intéressant, c'est s'approcher de structures qui vont peut-être nous aider à faire des choses qui ont du sens. Peut-être pas les structures qui nous demandent de payer pour faire du volontourisme, des structures qui sont sérieuses, voir les retours des personnes, essayer de s'éloigner des structures qui nous promettent d'aider des petits orphelins à base de belles photos de blancs en train d'aider des petits noirs dans je ne sais pas quel pays d'Afrique ou des petits asiatiques dans je ne sais pas quel pays d'Asie. Des structures qui soient sérieuses, ou bien peut-être d'acquérir des compétences et de se rapprocher de ces structures-là avec nos compétences. Des compétences, ça peut être d'être infirmier, infirmière, d'être chauffeur routier, je ne sais pas, d'être professeur des écoles, des vraies compétences, des diplômes. Je pense que là, ça peut avoir du sens d'aider parce qu'on va apporter quelque chose qu'on sait faire pour répondre à un vrai besoin. Et puis quelque chose qui est hyper intéressant, dont j'ai parlé un petit peu précédemment, c'est de simplement faire tourner le commerce local. Moi à Rio, j'essaye d'acheter aux petits commerçants. Si j'ai besoin d'eau, je ne vais pas dans une grande surface, mais je vais acheter aux petits vendeurs d'eau dans la rue. Moi je favorise plutôt les femmes et généralement je vais vers une femme noire parce que c'est la catégorie de la société brésilienne qui est la plus vulnérable. S'il n'y a pas une femme noire, je vais vers une femme indigène, une femme blanche. S'il n'y a pas une femme blanche, je vais vers un homme noir. S'il n'y a pas un homme noir, je finis par un homme blanc. Généralement, j'arrive à trouver une femme noire à qui je peux donner mon argent. Et là, je vais réaliser un achat qui va être hyper éthique et donc, je vais apporter une aide véritable. Faire tourner le commerce local, ça veut aussi dire acheter des vêtements à des petits producteurs, acheter à manger dans la rue. Ça peut vouloir dire acheter des bonbons aux petits vendeurs de bonbons sur la plage. Ça peut être tout ça et là, ça a véritablement du sens et ça aide véritablement une personne. Malheureusement, ben oui, ça ne donne pas des belles photos Instagram, mais c'est ça le vrai sens de l'humanitaire pour moi. C'est être un humain qui aide véritablement un autre humain en répondant à des besoins parce qu'on a les moyens de le faire. Si jamais tu veux aider, si jamais tu veux connaître des structures et que tu viens à Rio, n'hésite pas à m'envoyer un message, je pourrais éventuellement t'aider par rapport à tes besoins. Je pense notamment à la forêt de Tijuca qui est la plus grande forêt urbaine au monde, qui recherche généralement des volontaires pour aider à préserver la forêt, à aider les animaux, à préserver les plantes, la faune et la flore. Là, ça peut être une aide qui peut être utile. Je pense également à une forêt qui a été, c'est pas vraiment une forêt, mais c'est comme un parc biologique qui a été créé par un couple dans une favela et qui a besoin d'aide de bras concrètement pour aider à planter, pour aider à faire pousser, pour aider à nettoyer, à organiser, à enlever des déchets, à agrandir. Là, c'est une aide qui est hyper concrète et pour laquelle il y a un véritable besoin. Également, régulièrement, avec Leandro, qui est donc mon chéri, qui habite dans la favela d'Ansigna, on récolte de l'argent pour acheter des cestas básicas. Cestas básicas, c'est des paniers de nourriture. Et on achète ces paniers-là pour pouvoir les distribuer. À ce jour, il me semble qu'on est à peu près à 9 tonnes de nourriture qui a été distribuée. C'est une aide concrète parce que Leandro vit là-bas, parce qu'on connaît les gens à qui on donne ces paniers de nourriture, parce qu'également on travaille avec des associations qui donnent les paniers aux adhérents. Il y a une association de Jiu-Jitsu qui connaît très bien les membres de l'association et les besoins. On travaille aussi avec une association qui aide les familles dans lesquelles il y a des enfants en situation de handicap. On travaille avec une autre association qui aide les personnes qui habitent tout en haut de la favela et qui sont en grande situation de vulnérabilité. Donc ce sont des gens qui sont de la favela, qui connaissent les besoins et qui connaissent concrètement les personnes qui ont des besoins. Si jamais ça t'intéresse d'aider, régulièrement sur Instagram, je fais des appels aux dons. Je ne l'ai pas fait depuis hyper longtemps, mais à un moment donné, je vais le refaire. D'autant plus que les gens qui me font des dons sur Tipeee, tous ces dons-là sont utilisés pour aider les gens des favelas. Donc je garde ces dons-là et quand j'ai des dons qui sont suffisants, en une seule fois, j'achète de la nourriture pour pouvoir aider. Donc ça peut être aussi une manière concrète d'aider des personnes au Brésil. Voilà, mais si tu as d'autres besoins, d'autres idées, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je réponds à tous les messages sur Instagram. Je t'aiderai du maximum que je peux et je te répondrai très certainement que je ne suis pas d'accord avec le volontourisme et je te donnerai des alternatives qui me semblent les plus éthiques possibles. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo aura pu t'aider si jamais tu étais dans cette démarche de volontourisme, de vouloir aider, tout ça. Encore une fois, l'idée, c'est pas de te culpabiliser. Je comprends absolument l'envie
d'aider l'autre et de faire plaisir, je la comprends absolument. Mais parfois, c'est pas parce qu'on a de bonnes intentions qu'elles font sens et qu'on devrait les réaliser. Voilà. Mais je crois qu'il y a un proverbe pour ça qui est, je ne sais pas s'il marche pour ça, que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Dis-moi si c'est ça, je ne sais pas. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Ciao. Eu disse a você que eu tinha um amor